Je m'appelle Zen Al-Refaï. Avant le début de la révolution syrienne, j'étudiais la littérature française à l'université d'Alep. Qu'est-ce que tu fais, toi, ici? Je suis mendiant. En 2012, je suis devenu photoreporter. Je voulais montrer au monde entier la tragédie du peuple syrien. Mais à l'été 2015, ma vie a basculé. J'ai été grièvement blessé par une frappe de missile. Me voilà de retour en Syrie après une longue convalescence passée en Turquie. Je ne pourrai malheureusement pas vous faire découvrir le quartier dans lequel j'ai grandi. Il est devenu poussière sous les assauts répétés de l'aviation russe et syrienne. D'ailleurs, impossible pour moi de retourner à Alep. La ville a été reprise par les forces gouvernementales et je risque d'être tué si je suis arrêté. Mes amis, ceux qui sont encore en vie, et une grande partie de la population d'Alep ont dû fuir et se réfugier à Idlib, encore tenu par les rebelles. Ce soir, je retrouve Yaman, mon complice de toujours, dans une maison qu'on nous a prêtée. Comme pour tout le monde ici, nos conditions de vie sont précaires. Jusqu'à ce que je sois blessé, je ne me posais pas de questions sur mon métier. Mais aujourd'hui, ce premier retour en Syrie m'oblige à tout repenser. Je te jure que la première photo que j'ai vue de toi, j'ai dit aux amis, c'est fini. Zayn est mort, c'est sûr. Tu ne peux pas imaginer. On a reçu ta photo, frérot. Le sang coulait de ton nez, le sang sortait de ta bouche. Tu paraissais condamné. Eh mec, quand est-ce qu'on va avoir de l'électricité? C'est pas possible, ça. Toujours pas d'électricité ni d'eau. On est vraiment coupé du monde. Un instant, il y a de la fumée. Je vais éteindre. Le réveil est difficile. J'ai mal dormi. La maison a tremblé toute la nuit à cause des bombardements. La guerre est plus présente que jamais. L'armée régulière cherche à récupérer des territoires dans la région. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Je suis revenu pour rencontrer des résistants sans armes. Celles et ceux qui tentent de préserver ce qui reste de vie ici. Ce matin, j'ai rendez-vous avec Mahamad, un ambulancier au grand cœur. Je suis souvent parti travailler avec lui, dans le cadre de mes reportages quand nous vivions encore à Alep. Mahachorin a été bombardé toute la nuit. Le village entier est presque totalement détruit. Des bombardements énormes. Des missiles qui provoquent comme des tremblements de terre. Ils nous ont alertés de nuit pour nous demander des véhicules. Là, j'y vais pour prendre la relève. Nous arrivons sur place. Le bilan est lourd. 19 morts, dont 7 enfants. Que des civils. Ces attaques ciblées menées par l'aviation russe et syrienne sont devenues notre quotidien. Pourtant impossible de s'y habituer. Les survivants sont hagards. C'est dur de se replonger dans ces scènes dévastées. J'essaie de ne pas me laisser envahir par l'émotion et de faire tout simplement mon métier. Abou Ahmad, tu m'entends? S'il y a des avions militaires dans le ciel, dis-le nous. Nous sommes sur les lieux du bombardement. Il y a quelqu'un ici? Il y a du sang là. Il y a peut-être quelqu'un en dessous. Mahamad ne trouvera pas de survivants. Nous nous sommes connus au début de la Révolution. Mais nous n'avions jamais imaginé nous retrouver dans des champs de ruines.
Mon père était pompier. Avant la guerre, j'aimais déjà les missions de sauvetage, mais c'était un loisir d'aider les gens. Depuis le début de la guerre, ce n'est plus un loisir, mais une véritable mission pour Mohammad. Cependant, Mohammad ne sauve pas que des êtres humains. Cela peut vous paraître futile en ces temps de terreur et de mort. Sauver des chats. Mais pour moi, c'est un signe d'humanité, tout simplement. La guerre nous pousse à sauver d'abord notre peau. Mais en créant un véritable refuge pour ces félins, Mohammad montre qu'il n'a pas perdu son âme. En le photographiant, je veux donner une autre image de la Syrie. Au début de la guerre, on était exposé à beaucoup de dangers. Mais chaque fois, ma détermination et ma force s'en trouvaient décuplées pour aider les gens. Pour celui qui travaille dans ce domaine et sauve des vies, il est impossible d'avoir peur des bombardements et de la mort. On ne voit pas les avions. Ils sont hauts dans le ciel. Quand il y a eu l'attaque au chlore, plusieurs chats m'ont suivi. On a grimpé dans les étages pour y échapper. Celui-ci est l'un d'entre eux. Je l'ai sorti d'Alep à ce moment-là. Il y avait Ernesto aussi. Lui, c'est mon cher ami. En rentrant du travail, j'avais l'habitude de ramener à manger chaque jour aux chats du quartier. Je fais ça depuis très longtemps. Au début de la Révolution, j'avais 4 ou 5 chats. Puis après le départ des habitants, à cause des bombardements, tous les chats du quartier sont venus chez moi. Il y en avait un peu plus chaque jour, jusqu'à atteindre 170 chats. Quand je suis sorti d'Alep, j'ai rencontré certains de ceux qui m'avaient aidé à créer le refuge Ernesto. Le groupe Il Gattaro di Aleppo est composé de plus de 25 000 personnes. Ils m'ont aidé à construire un nouveau refuge pour les chats et à regrouper les 22 chats qu'on a pu exfiltrer d'Alep. Jusqu'à quand Mohammad et ses chats vont-ils pouvoir rester ici? Nul ne le sait. Pour moi, il est temps de repartir. Je ne sais pas si nous nous reverrons. Aujourd'hui, je suis dans un orphelinat. Les enfants sont les premières victimes de la guerre. Ces gamins-là ont perdu leurs parents. Ils n'ont plus personne pour s'occuper d'eux. Alors ils ont trouvé refuge ici. Mais pour des raisons de sécurité, je ne vous dirai pas où nous sommes. C'est un moment de répit pour eux. Et pour moi. Je me réjouis de les voir jouer. Aïda est un de leurs anges gardiens. Elle a dû quitter son village qui a été rasé. Depuis plus de 3 ans, elle travaille bénévolement dans cet orphelinat. Elle vit dans un camp loin d'ici. Toutes les semaines, elle laisse son mari et sa fille et vient passer 4 jours et 4 nuits auprès des orphelins. Comment ça va les filles? Regardez, tonton est venu vous rencontrer. Bienvenue les enfants. Qu'est-ce que tu représentes pour ces filles? Je leur fais ressentir que je suis comme une mère. Elles aussi, elles me font ressentir que je suis leur mère. Là, c'est Hanan, Shahed, Maha, Mariam, Amal, Sana, Malek, Hana et Fatma. Et elle, là, comment elle s'appelle? Amal. Amal. Comment est-elle arrivée ici? Amal, son père est mort dans un bombardement. Elle vient d'où?
Elle vient de Homs. Sa mère est très jeune, 15 ans. La famille n'a pas voulu patienter. Ils l'ont remariée. Du coup, Amal a habité chez sa grand-mère qui l'a amenée ici quand elle avait 2 ans et demi. Et il y a combien d'enfants dans l'orphelinat? La plupart du temps, il y a 120 enfants. J'ai un garçon et une fille. Je suis ici depuis 4 ans. C'est ma 2e maison. Quand mes enfants viennent, ils connaissent tout ici. Les grandes filles aiment beaucoup mon fils. Si par exemple je m'occupe d'un enfant, elles le gardent le temps que je termine. Et toi, Rana, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Maîtresse comme Aïda? Ou alors, pourquoi pas docteur? Maîtresse, Pourquoi maîtresse? pour apprendre aux petits. Pour apprendre aux petits? Je m'imprègne des histoires de tous ces enfants. Beaucoup de tristesse derrière ces sourires. Mais tous les bénévoles ont à cœur de les consoler. L'orphelinat fonctionne grâce aux dons de la diaspora syrienne. Mais malgré la solidarité, l'argent manque. Les enfants ne peuvent suivre une scolarité normale, ou même recevoir des repas équilibrés. جرب الفت نظرك وفهمك يلي صار عن بلد احترقت كلها وبعدها تحت الحصار يا ترى كنت بتعرف وشايف حجم الدمار لما الإرادة اجتمعت Le soir tombe. وأخدت Pour des raisons de sécurité, je dois partir. بتمنى تكون Le lendemain, je m'arrête à quelques kilomètres d'Idleb, dans une petite ville, ou plutôt ce qu'il en reste. شو يعني طوايف وشرق أوسط جديد Avant la guerre, Biniche était connu pour ses olives, ses figues, son vin. Mais que sont devenus ses habitants? En reste-t-il encore? Attends. La prends pas en photo, elle est volée celle-là. Vraiment? Ouais, je te jure, je te promets. Après, on va la retrouver sur Facebook. Bonjour. Elle est où ta maison? Dans l'immeuble, là. Celui qui n'a pas été touché, là? Oui, c'est ça. Je vais prendre une photo de toi, là, pendant que tu te réchauffes. Regarde-moi, ne regarde pas à côté. Que s'est-il passé? Ça a frappé, là. Nous, on sortait de l'école. Et après, un missile est tombé. Ensuite, on est allé là-bas et un autre missile est tombé. Et après la chute du missile, qu'est-ce que tu as vu? Il y avait du monde et il y avait des morts à l'école. Nous, on a commencé à courir. La porte de l'école, elle était ouverte. Il y avait des éclats de verre par terre. Un de mes copains est tombé par terre. Ses jambes ont été touchées. Les enfants étaient à l'école? Oui, on l'a emmené à l'hôpital. Il y avait combien d'enfants? Toutes les classes étaient pleines? Non, il n'y avait pas cours. C'était un match de foot. Et toi, tu étais en train de jouer avec eux? Oui, on était là. On a vu des barils tomber. Ensuite, on s'est réfugié au sous-sol. Les barils. C'est une des armes utilisées par l'armée d'Assad. Des bidons bourrés d'explosifs et de morceaux de métal, balancés par des hélicoptères volant à basse altitude. Des armes pas chères et très efficaces, qui tuent, mutilent et terrifient les populations civiles. Tu me prends en photo? Vas-y, approche-toi. Arrange ta mèche.
Mais pourquoi tu portes des lunettes de soleil? Ben, c'est plus joli. Il n'y a pas de soleil ici. Je sais. Quel avenir pour ces enfants aux souvenirs terrifiants. Je m'arrête devant ces dessins. Je reconnais le trait d'un ami, Aziz. Avec lui, tous les supports sont bons pour s'exprimer. Cela me donne une idée. Je n'ai eu aucun mal à convaincre Aziz de m'accompagner à l'orphelinat. Il va animer un atelier pour les enfants. Il a apporté des pots de peinture et pas besoin de papier quand on a des murs. C'est jour de fête. Je connais Aziz depuis le début de la guerre. Quand nous sommes positifs, on se dit comment la révolution nous a permis de nous rencontrer. Aziz reste imperturbable. Nous sommes comme captivés par ses gestes. Son travail nous fait oublier à tous le bruit des avions. Le danger est passé. Les enfants, vous arrivez à imaginer ce qu'on va dessiner? Un joli paysage. Un joli paysage? Ok. Et que pensez-vous qu'on va dessiner ici? Un papillon. Et quoi d'autre qu'un papillon? Un chat. Et ça vous plairait qu'on dessine Bob l'éponge? Vous connaissez Bob l'éponge? Oui, oui, oui. Vous aimeriez qu'on le dessine? Oui, oui. Alors qui veut le dessiner avec moi? Moi. De quelle couleur est-il? Jaune. Ok, mais d'abord, on va dessiner une maison. Allez, c'est parti. Mais avant, séchez vos pinceaux. Il y a assez de gobelets pour tout le monde. Soyez patients. Alors, comment tu t'appelles, toi? Tasnim. Tu veux dessiner toi aussi? Fais bien attention à ce que ça ne touche pas le dessin d'à côté. Tu peux dessiner là? Non mais pas trop, sinon ça va couler. Allez, essaye de faire mon portrait. Ben non, je sais pas faire. Allez, regarde-moi. Regarde-moi bien et tu me dessines. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu dessines? Une fleur. Pour toi, ça représente quoi, une fleur? Ma copine. Qui sait si Aziz réussit vraiment à leur faire oublier la guerre? Je me dis que tout est bon pour leur changer les idées. Nous terminons par un atelier maquillage. Encore un moment d'insouciance. Comme un signe que la vie va un jour redevenir normale. J'arrête de prendre des photos. Je veux moi aussi profiter de cet instant de joie. Aziz aussi est heureux. Leur sourire, c'est un bonheur, une vérité absolue. Tous les dessins que je fais sont liés aux événements et sont porteurs de messages destinés à la Syrie ou au reste du monde. Nos messages pour la Syrie revendiquent que notre société résiste, grâce à Dieu. Et malgré la perte de tous nos biens, de nos économies, nous sommes accrochés à la vie. Nous continuons à vivre et cherchons le bonheur à tout prix. Quant au message au reste du monde, il rappelle que l'injustice que nous avons subie ne doit pas être oubliée. Tous ces dessins-là représentent ce qu'ils ont au fond d'eux.
On réunit les enfants pour qu'ils expriment ce qu'ils veulent. S'ils dessinent une fleur, ce n'est pas n'importe quelle fleur. Ils dessinent la fleur qui était dans leur maison, celle qu'ils ont dû quitter à cause du conflit. C'est l'heure de dire au revoir à Tasnim. Je me demande si elle verra un jour son pays en paix. Malgré les attaques quotidiennes du régime et de son allié russe, la région d'Idlib continue de résister. Mais pour combien de temps? Que vont devenir Marmad, Aïda, Aziz et tous les enfants que j'ai rencontrés? C'est le cœur lourd que je rentre à Idlib, retrouver mon ami Yaman. Il m'a proposé une promenade pour me changer les idées. Mais est-ce vraiment possible ici? Où est-ce qu'on va marcher? Où? De toute façon, où tu ailles, tu ne vois que des bombardements et des décombres. Alors que normalement, tu viens là pour te détendre. Après avoir été séparé d'Alep, les sens sont tous orphelins. Sauf le cœur. Hashtag nous reviendrons à Alep. Chaque jour, une ville est forcée à l'exil. Chaque jour, une ville, et ils viennent tous ici. Il y a maintenant 5 millions de déplacés ici. 4 ou 5, je ne connais pas le chiffre exact. Et finalement, maintenant, ils les bombardent ici. Mais où est-ce que les gens vont aller? Et le monde entier, pendant ce temps-là, reste silencieux. Il voit ce qui se passe ici, mais il reste silencieux. Ici, nous vivons une vie de contradiction. Là, tu vois les décombres, et là-bas, tu vois la vie. Quand tu descends au marché, tu vois des gens en vie, mais derrière le marchand, tu aperçois un bâtiment détruit. C'est ça, une vie de contradiction. Parfois, tu te lèves pour boire ton café au son des avions ou d'une bombe. Notre vie est faite de contradictions. Il y a ce cauchemar que je fais toujours. Pas tous les jours, 1 à 2 fois par semaine. Je rêve que je suis encerclé et que j'essaie de m'échapper d'un barrage du régime. J'essaie de trouver un passage pour aller dans un endroit tenu par les révolutionnaires, comme au temps d'Alep, coupé en 2. Je pensais être le seul à faire ce cauchemar, mais apparemment les 3/4 des gens font le même. La population syrienne a déjà payé un lourd tribut à cette guerre. Entre 300 et 500 000 morts, autant de disparus et 5 millions de réfugiés. Je sais que j'ai de la chance, car je vais retourner en Turquie après ce reportage. Et que surtout j'ai encore la possibilité, grâce à mon travail, de revenir dans mon pays. Et de rencontrer ceux qui me donnent la force de continuer à témoigner. Je sais que je vais revenir vite. Yaman a réussi son pari. Il m'a remonté le moral. Mon travail n'est pas inutile. Des hommes, des femmes, des enfants ont besoin que le monde entende parler d'eux. هاي مطالب